Diane Yango avait à peine la trentaine. Elle repose à Moya, une localité du département du Nkam. Nous sommes dans la région du littoral Cameroun. Elle repose donc à Moya depuis son meurtre survenu le 18 novembre 2023. Son mari, Eric Bekobe, s'est vu accorder 5 ans de sursis assorti d'une amende de 52 000 francs CFA. Décision de justice qui a crispé tout un pays. Diane est depuis devenue l'un des symboles des violences faites aux femmes au Cameroun. Moi Femme revient sur les pas de Diane. Grâce à ses proches, son meurtre, un procès, une décision de justice vécue comme un scandale. Nos invités sont déjà sur ce plateau. On va retrouver Joyce, comme il est de tradition, avant de les introduire chez vous. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Bonjour Joyce. Hello Adrienne and welcome. On this week's Elfon Lecture, we shine light on some courageous African women who are pushing back against gender-based violence and femicide. Not with fear, but with action, conviction, and purpose. Starting off in a quiet village of Zimbabwe, Nyaradzanyi Kumbuvana built a shield of protection around girls. Through the Rosario Memorial Trust, she fights against early marriages and violence, offering young girls a chance to dream beyond survival. And just like her, Dileka Mandela from South Africa, she turns personal pain into public power. A survivor of sexual violence, she uses her voice to break silence and stigma. With strength inherited and self-made, she urges society to confront femicide not as a private tragedy, but as a national emergency. And while others speak out, others rise to disrupt the silence. In Kenya, Roseberg Kigoma picks up the pen and the platform, curating African feminism to spotlight the cries often unheard. She challenges government and traditions that allow women's dare to go unpunished, turning feminism into a tool for resistance. And in Cameroon, the fight against gender-based violence has become more personal and public. Diane Yango, who was a teacher, a woman full of life and promise until her husband beat her to death. What was followed wasn't justice, but a national disgrace. Just 5 years of suspended sentence with a fine of 52,000 CFA standing between a murderer and his freedom. Her story is not just tragic. It's a brutal reminder that in some systems, a woman's life is worth less than the price of a smartphone. These women reminds us that femicide is not a distant headline. It's a daily horror that must be named, faced, and fought. To end it, we must speak up, hold abusers accountable, support survivors, and rebuild a culture where being a woman is not a risk. Thank you very much for watching. I leave you today with a picture of some fallen women whose life were cut short due to these violence. See you next week, same time, same place. Akiba. Akiba Joyce, à travers cette émission, nous rendons hommage à toutes ces femmes tombées sous les coups de leurs conjoints. Nos invités nous ont rejoints sur ce plateau. Mireille Liboro, bienvenue. Merci Adrienne. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je tiens à préciser qu'au-delà d'être la voisine, d'avoir été la voisine de Diane, vous êtes un peu comme sa maman de cœur, une amie, sa confidente. Et grâce à vous, nous reviendrons un peu sur les pas de cette jeune femme, la trentaine à peine, qui a été arrachée à la vie le 18 novembre 2023. Merci d'avoir accepté. Ok, vous remercie. Martial Nufenam, qu'on ne présente plus. Bonjour, Martial, merci d'être avec nous. Et grâce à vous, justement, nous reviendrons sur la charge mentale de l'entourage de la victime. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a perdu un être cher? Comment on accuse le coup et comment on suit toute une procédure judiciaire pour arriver à un verdict
qui, ma foi, ne satisfait pas. C'est vrai que ça ne ramènera pas la victime, mais au moins, il est des verdicts qui donnent le sentiment que justice a été faite. Oui, cette affaire nous donne l'opportunité de mettre en exergue deux branches de la psychologie, qui sont la psychologie légale, qui permet de comprendre le comportement criminel et son impact dans une procédure judiciaire ou sur le plan du droit pénal, mais aussi la victimologie. Étudier la détresse psychologique de la victime et tout ce qui tourne. Et comment finalement tout ça, quand ça se met en musique, ça peut devenir compliqué comme dans une affaire comme celle-là. Nous accueillons également avec le même plaisir Maître Joseph Tafo. Vous êtes juriste et grâce à vous, nous reviendrons sur cette décision de justice, sur cette affaire de féminicide qui a crispé tout un pays. Bienvenue. Merci bien, merci de nous recevoir une fois de plus sur votre poste. C'est vrai que c'est la première fois que j'interviens dans votre émission, mais je suis un peu un habitué de la maison. Parce que consultant juridique ici, avec une autre émission que j'anime avec votre collègue docteur ici. Oui. On essaiera, tant que faire se peut, d'édifier les téléspectateurs, du moins le citoyen camerounais, sur les méandres de la justice, parce que il y a des décisions qu'on peut ne pas comprendre. Il y a également parfois certains langages qui sont hermétiques, mais qu'on essaiera de permettre aux citoyens d'avoir une certaine idée de la chose, quoi, de cette décision. Merci, maître. Avant d'arriver au procès, il y a une vie. Il y a eu Diane Yango, il y a eu une maman, il y a eu une enseignante, il y a une mère de 3 enfants, il y a eu une épouse. Tout s'est arrêté le 18 novembre 2023. Diane, vous l'avez particulièrement connue, Mireille. Comme je le dis depuis, c'est une voisine au quartier. Et on avait une relation mère et fille. Elle se confiait beaucoup par moi parce qu'elle me voyait comme une femme mature et les conseils que je lui donnais, elle trouvait tout le temps que j'avais raison. On a donc passé beaucoup de temps ensemble. Le couple en général, c'était mes enfants, même Eric. Également un fils pour moi. Ils avaient beaucoup de problèmes dans leur couple. Ils avaient des problèmes de leadership. Il y avait le mari qui n'aimait pas que Diane lui dise ce qu'il doit faire. Donc il voulait tout le temps avoir raison et le dessus sur Diane. Et comme vous le savez déjà, ils n'avaient pas un très grand écart d'âge. Parce que la dame, ils avaient 2 ans d'écart. Donc, vous convenez avec moi que la femme, dans ce cas, est plus mature que l'homme. Et ça dérangeait beaucoup leur couple parce qu'ils se sentaient tout petits devant Diane. À chaque fois que Diane voulait lui dire un truc, il était tout le temps sur la défensive. Vous avez eu à échanger avec les deux en même temps dans le cas d'une crise? Une seule fois. Dans le cas d'une crise, mais habituellement, il échangeait beaucoup plus avec monsieur. Et moi avec Diane. Donc, à chaque fois qu'ils avaient des soucis, elle venait m'en parler. Bon, le jour où j'ai échangé avec les deux, c'est le fameux vendredi où tout a commencé. Comme je le dis tout le temps, elle est arrivée chez moi. Nous, on était couchés, il était peut-être 23 h quand elle a frappé à ma porte. Maman, Mireille, ouvre. Eric veut me tuer, parce que c'est ce qu'elle a dit. Comme ça que je saute du lit, j'ouvre la porte de la cuisine où elle avait frappé, elle entre. Elle tire le tabouret, s'assoit. Elle se met à rire. Parce que cette fille aimait tellement son mari que même quand c'était grave, elle trouvait toujours les petites excuses. Quand elle t'a déjà dit un truc, parce que quand j'ouvre la porte, je lui dis, mais c'est grave ce que tu viens de dire là. Elle se met donc à rire. Elle m'explique un peu ce qui s'est passé, la genèse. Ils étaient ensemble, ils sont arrivés à l'entrée de notre quartier. Ils voulaient saluer un voisin qui devait fêter son anniversaire samedi. Et Diane était fatiguée. Elle a dit qu'elle sortait de l'école. Bref, elle avait des trucs à faire avec ses élèves. Donc elle était fatiguée. Elle a dit à son mari que je t'attends dans la voiture. C'est comme ça qu'il descend. Tu m'attends dans la voiture. Je t'ai dit de descendre. On va saluer mon ami. C'est comme ça qu'il la sort de force dans la voiture et la balance au sol. Il n'est même plus allé saluer, il n'est plus allé vers son ami, il a démarré, il a continué.
comme c'était une petite fille tellement, c'est-à-dire elle vivait simplement, même quand tu n'étais pas de son rang, si je peux dire ça, elle s'intégrait toujours. Donc il y avait les motomanes qui l'avaient remarqué. Donc ils étaient là, ils attendaient. Comme elle parlait bien le Fufulde, parce qu'elle est née à Tibati. Donc dès qu'il est parti, lui a proposé de la ramener. Il dit qu'on part. Je veux que tu le dépasses parce que je vais aller prendre ma carte d'identité. Je veux arriver à la maison avant lui. C'est en cours de chemin. Donc pendant qu'ils étaient en train de venir à vivre à lui, il a braqué la voiture. Il a cherché à heurter Oui, il a cherché à le heurter, c'est le mot. Et le mototaximan était déjà avisé, il s'est arrêté, il a dit, si tu mets les pieds chez moi, je vais te tuer. Là, je n'étais pas là, ça c'est ce que Diane me raconte. C'est comme ça qu'elle dit au mototaximan que, allons doucement. Il démarre encore, ils arrivent au quartier. Il descend de sa voiture. Il est bas à la route, il descend de la voiture, il sort le clic, cette espèce d'objet qu'on monte les rouges. Oui. Vous avez le bon mot. Oui. Ah, d'accord. Donc c'est comme ça qu'il sort ça de la voiture. Il s'en va la menacer en lui disant, je t'ai dit de ne plus mettre pied chez moi, je vais te tuer. C'est comme ça qu'il pousse sa tête avec le cric. C'est là où le Ben Skinner lui dit, mais c'est grave ce que tu dis, regarde-le, il est tard. Les gens le diable va t'utiliser, ne dis plus ça. Il dit au Ben Skinner là que toi-même, si je te vois, je vais vous tuer tous les deux. C'est comme ça que Diane prend peur, qu'il ne fait que parler de me tuer. Elle demande au Ben Skinner de changer d'itinéraire, de venir vers moi. Donc quand on la laisse, elle vient en courant, apparemment son mari la suivait. Elle vient donc en courant, elle cogne. J'ouvre, elle me raconte tout ce que je viens de vous dire là. Elle me demande 2000 francs. Parce que c'est là où moi, j'ai mal. Parce que je me sens un peu coupable. Parce que si j'avais donné les 2000 francs là à Diane, peut-être elle ne serait pas morte. Parce que quand elle me demande 2000, elle m'explique, je lui dis non, tu es une femme mariée. Moi, je connais comment les hommes sont. Si je te donne les 2000 là pour que tu partes, il va te coller une autre étiquette. Peut-être il va même dire que tu étais chez un autre gars. Ou peut-être il va m'en vouloir que j'ai donné l'argent à sa femme pour partir. C'est comme ça que je lui propose que non. On va descendre voir Eric. Il faut qu'il m'explique ce qui se passe réellement. C'est grave. Quand il dit qu'il va te tuer, bon, je ne comprends pas. C'est comme ça qu'on descend. On arrive là où nous sommes partis l'autre jour là. Je le trouve à la maison, il n'était pas encore couché. Il était en train de siroter un verre de whisky. Je cogne, il vient par la fenêtre, il me reçoit. Madame dit, bon, ton mari sait que tu es ici à l'heure-ci. Je dis oui, c'est lui qui m'a envoyé. Entre-temps, il n'avait pas encore vu Diane. Diane était assise à l'angle. Je lui dis, est-ce qu'on peut parler? Il me dit, c'est fait tard, on va parler demain. Je dis non. Tu ne me renvoies pas, je suis déjà arrivé. Il faut qu'on parle. Quand il ouvre la fenêtre, il voit que sa femme est assise à l'angle. Il sort, il referme la porte à clé. Je lui demande, mais tu me reçois debout? Il entre encore, il sort une chaise, il me donne, il referme sa porte. Je lui demande ce qui ne va pas. Qu'est-ce que Diane lui a fait? Qu'est-ce qui se passe? Il était, c'est-à-dire zélé, il me parlait avec eux. Donc il était imbu, en fait. Donc il ne voulait même pas en parler. Il faisait genre, c'est qu'elle t'a dit, c'est ça. Je lui dis non. Elle m'a dit, mais moi je vais écouter ta version. Il ne voulait vraiment pas s'ouvrir. C'est comme ça que je lui dis, mais tu es le chef de famille. Si quelque chose lui arrive dehors, c'est à toi qu'on viendra demander. C'est là où il me coupe. Il dit, tu viens de dire quoi? Il dit, tu es le chef de famille. Oh, je suis le chef de famille. Pourquoi il ne me laisse pas la libre gérance des biens de notre foyer? Je lui demande que finalement, il y a quoi comme problème? Donc, il commence à me dire, elle est têtue, elle ne fait pas ce que je lui demande de faire. Quand je lui demande un truc, elle ne veut pas faire. Moi, j'en ai marre. C'est dans sa famille qu'elle va commander. Elle ne va pas me commander. Moi, je t'ai dit, je vais te broyer comme ça. Elle était assise, elle ne parlait pas.
Ça l'énervait même, elle ne faisait que me faire les signes qu'on part. Il ne va rien te dire de bon. Déjà, quand on venait, me disait que c'est un peu temps. D'abord, Eric n'est pas cohérent. Il est comme un enfant, il ne va rien te dire de bon. Je dis que non, on part. Finalement, elle était tellement fatiguée qu'elle m'a dit qu'elle est s'avance se coucher à la maison. Donc finalement, Diane passera cette nuit-là avec vous? Oui, elle passe la nuit à la maison. Oui, parce que Eric dit qu'elle ne met plus jamais pied dans la maison là. Et à quel moment? Oui, et il ferme ma clé. Oui, donc il dit qu'elle ne va pas entrer dans la maison. Et elle a même essayé d'interpeller la nounou pour lui prendre ses pièces et tout ça en patois. Il a formellement interdit à la nounou de lui donner quoi que ce soit. Donc dès qu'il a dit ça, elle a compris que ça ne sert à rien. Donc quand elle partait, et donc elle était un peu devant moi, j'étais en train de dire à elle que qu'est-ce qu'elle a fait même de grave? Je ne voyais plus qu'elle entre. Moi, j'ai dit, tu vois non, hein, tu es venu pour essayer d'arranger les choses, comme elle est têtue, là voilà qui te pousse déjà à rentrer. Moi, j'ai dit, Diane, je vais te tuer. Donc, avant qu'il ne dise ça, quand il a interdit à la nounou de lui donner les choses, Diane a ri. Donc elle s'est mise à rire. Bon, pas qu'elle était contente, d'une façon ironique, oui. De relativiser, oui. Oui, elle s'est mise à rire, ça l'a énervée. Ah, tu te moques de qui? Moi, je t'ai dit, je vais te tuer. Parce qu'il disait qu'il ne peut plus la violenter. Parce qu'apparemment, Diane l'avait déjà amené à la gendarmerie à Bonanjo. Donc, il a signé là-bas un engagement qui ne portera plus jamais main sur elle parce qu'il avait battu qu'elle était enceinte de leur bébé, leur 3e bébé. Donc c'était tellement grave, apparemment son bras était fauché que Diane est allée déposer une plainte là-bas, on l'a interpellé et il a pris un engagement qui ne portera plus main sur elle. Et à quel moment Diane retourne chez elle? Après la nuit passée chez vous? Oui. Diane, donc on rentre, donc c'est là où il me dit à moi, que moi aussi, donc moi c'est là où il répète devant moi que je vais la tuer. Je vais te tuer, je vais t'enterrer. Comme elle partait, il criait un peu pour qu'elle entende. Je lui disais que non, tu n'as pas besoin de crier. Je suis venu te voir, donc ne crie pas. Que j'ai dit, je vais te tuer, je vais t'enterrer. Je lui ai posé la question parce que là où Eric est en prison là, si il est honnête, il peut dire à sa famille que cette dame m'a dit ce soir de ne plus dire ça et que je sache que quand je vais tuer Diane, j'irai en prison. Je lui ai demandé, quand tu vas la tuer, tu iras en prison, tu le sais? Il m'a dit oui. Je lui ai demandé que les enfants vont faire comment? Il m'a dit que les enfants vont payer le prix. Ça, c'est ce qu'Éric m'a dit. Et quand il m'a dit ça, j'ai tourné le dos. Je suis partie. Bon, nous ne sommes pas dans le jugement, la loi, la justice fait son travail, mais dans tous les cas, l'idée ici, c'est de comprendre le cheminement. Mais il y a un aspect ici qui m'interpelle, maître Martial, c'est ce sentiment de culpabilité, parce qu'elle a dit, si ce soir-là, j'avais remis 2000 francs à Diane, peut-être elle serait encore en vie. Oui. La culpabilité pour un proche est normale dans un cas de deuil. Quand vous avez perdu un proche, pour se soulager, le cerveau va trouver un moyen de culpabiliser, de se dire peut-être. C'est quelque chose de classique et de normal, surtout sur les victimes tertiaires ou les victimes secondaires. Ça, c'est vraiment normal, ça, c'est classique. Parce qu'au fond, on aurait aimé que la personne soit toujours là. Et on se dit que peut-être si on avait mobilisé tout ce qu'il fallait mobiliser, même donner les 2000 francs, peut-être ça aurait. Mais la réalité, c'est que ça n'aurait pas fondamentalement, nécessairement changé quelque chose. Parce que dans ce qu'elle décrit, peut-être que Maître va me concrétiser, mais il y a une forte préméditation. C'est-à-dire que même s'il y avait les 2000, il y avait déjà une forte préméditation. Même si ça allait prendre 2, 3, 4, 5 ans, on a l'impression que ça allait nécessairement se faire. Vous voyez un peu. Et lorsqu'on a ce profil de criminel, même si vous êtes au Kazakhstan, même si vous êtes au Nigeria, il est capable d'être patient et de venir là-bas vous chercher et de vous tuer. C'est des choses que nous avons déjà vues et entendues dans nos consultations. Vous voyez un peu. Donc, c'est une culpabilité qui est normale, mais qui n'aurait pas nécessairement changé grand-chose. On revient sur un autre aspect. L'âge, la différence d'âge qui n'était pas vraiment grande, elle a posé ce problème de leadership au sein du couple. Et il y a cette autre notion. Diane, bien que consciente du degré de violence de son époux, arrivait
à toujours vouloir relativiser. Est-ce que c'est forcément cela le profil des victimes, c'est-à-dire ces victimes qui finalement sont, je ne vais pas dire, qui aiment le bourreau ou c'est... On va dire, dans une approche victimologique avec ce genre de profil, c'est qu'elles ont tendance à encaisser. Elles ont tendance à encaisser, elles ont tendance à éviter que ça n'aille dans des proportions énormes. Même si elles savent que le conjoint il est en train de gaffer, elles ont tendance à encaisser. Mais c'est parfois là le revers de la médaille, c'est qu'à force d'encaisser, la personne en face vous sent plus vulnérable et a de plus en plus de pouvoir sur vous. Donc, dans ce qu'elle a décrit, dans ce problème à cause d'une affaire d'argent, c'est carrément un problème d'estime de soi qu'on va retrouver dans ce profil criminel, cette personnalité narcissique, ce narcissisme-là, ou ce machisme, à la limite, qui fait que lorsqu'on est un homme, qu'on est 18-19, on a l'impression que c'est à moi de tout dire, c'est à moi de tout dire. Et vous avez peut-être en face une femme qui a fait de l'école, qui a fréquenté, qui est éduquée, qui a quand même des diplômes intéressants, qui a le bon sens. Elle était enseignante, oui. Et qui a quand même le bon sens. Qui a quand même le bon sens, qui s'est dit, mais on peut gérer les choses comme ça. Ce n'est pas nécessairement du commandement, mais c'est du bon sens. Vous voyez un peu. Mais en face, on a quelqu'un qui peut avoir un problème, un gros problème d'estime de soi et qui va vouloir s'affirmer. Mais dans ce profil d'auteur de féminicide, on va presque souvent retrouver ce narcissisme, ce trait narcissique, qui fait que ce trait narcissique est comme un déclencheur. Il est comme un déclencheur de l'acte criminel, il est comme un déclencheur lointain. Ça commence avec ce sentiment d'omnipotence, mais progressivement, comme elle a dit, je vais te tuer, je vais finir par te tuer. Et comme il dit, il va finir par vous tuer, rassurez-vous, il a déjà fait au moins 5 à 6 planifications. Et il attend juste le bon moment. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà. Revenons maintenant au soir, ou bien à la journée du 18 novembre où tout va se passer. Comment est-ce que vous apprenez que tout va mal, les choses ont basculé? D'abord, ce n'est pas le 18 novembre qu'elle a été battue. Elle décède le 18 novembre. Oui, mais elle a été battue lundi. Donc, si samedi était le 18, ça veut dire qu'elle a été battue le 11, je crois, oui. Je ne sais pas. Elle a été battue dans lundi. Le 12. Oui, le 12, 11, 12, quelque chose comme ça. Et je sais que vendredi, déjà, quand elle passe la nuit chez moi, samedi, elle veut rentrer chez elle. Je lui dis, oui, rentre. Tout ce qu'Éric va te dire, ne fais pas attention. Parce que cette fille, il faut vraiment qu'on le souligne, elle aimait son mari. Elle aimait son mari, elle était prête à l'affronter, même quand il rougissait. Elle ne pouvait pas fuir chez elle. Parce qu'elle me disait tout le temps qu'on me demande de partir. Mon fils Serge, son premier fils Serge, Emmanuel, va me demander que donc, je ne pouvais pas supporter le mariage. Donc elle avait un peu peur de ce que son fils allait lui dire demain, si jamais il abandonnait. Donc, le samedi, là, se passe bien. Dimanche, on ne se voit pas. Lundi, elle vient à la maison. Aux environs il était 20h par là. Elle vient me dire qu'elle est à l'hôpital depuis dimanche avec sa deuxième fille, Mesaya. Elle vient me laisser un paquet. On avait des trucs qu'on gérait. Donc elle est venue me laisser un paquet de gérer pour elle. Elle n'a pas le temps. Elle est partie. Ce jour-là aussi, si je l'avais retenue même pour 15 minutes, Diane ne serait pas morte le 18 novembre. Peut-être comme il vient de le dire, peut-être que... Comme Martial dit, peut-être plus tard. Mais ce jour-là, c'est elle qui me disait que non, ma, je suis pressée, je suis pressée. Donc, même le petit Congossa qu'on fait souvent, elle ne voulait pas, elle ne faisait que me repousser que pas. Elle est presque partie en courant ce lundi. Quand elle arrive à l'hôpital, elle demande à la moto d'attendre. Elle monte chercher la nounou pour qu'elle ressorte avec la même moto. Donc, elle ne savait pas que Eric était déjà à l'hôpital. Il a même pris la petite Indige, le bébé, pour rentrer dormir avec l'enfant parce qu'elle n'était pas malade. Donc, Eric l'avait vu. Elle n'a pas vu Eric. C'est comme ça qu'elle arrive, elle ne trouve pas Indige. Elle demande à la nounou que, mais il me dit, mais tu n'as pas vu papa, Eric là-bas en bas. Elle dit non. Elle demande alors que descendons, je ne vais pas prendre la moto, tu pars.
Donc, dès que la fille, il a attendu, hein, Eric a attendu que la nounou monte sur la moto. Quand Diane voulait entrer dans l'enceinte de l'hôpital, c'est comme ça qu'il interpelle Diane que tu sors d'où? Diane se retourne. Diane lui dit que non, j'étais à la maison faire à manger parce qu'entre-temps, sa grand-mère vivait là. Elle était aussi malade. Donc, il fallait suivre les deux. Ah, c'est pour cette raison que tu abandonnes mes enfants à l'hôpital parce que je peux pas faire à manger à ta grand-mère. Donc, bref, il commence à lui dire que va prendre l'enfant dans la voiture. Diane part, elle prend l'enfant. Elle lui tourne le dos. Le gars ouvre la malle arrière de la voiture. Parce que son plan, c'était de la battre, tu sais pas, peut-être de l'affaiblir. Et là, porter pour... Bref, elle m'avait dit que Eric voulait me mettre dans la malle arrière pour m'amener. Je ne sais pas pour quelle raison Eric c'est un malade. Donc, elle me dit qu'Eric l'a battu. Eric l'avait raté parce qu'elle portait le bébé. L'enfant est tombé, elle-même elle est allée tomber de l'autre côté. C'est le vigile de l'hôpital qui a d'abord secouru l'enfant. Quand il voulait venir aussi pour séparer, là, dire au vigile que c'est entre ma femme et moi. En plein air. En plein air. C'est entre ma femme et moi. Il a commencé à la ouer de coups comme le ballon, dont il la boutait, il faisait, il la tapait. Diane me dit qu'elle se battait seulement pour ne pas entrer dans la malle parce que quand il la battait comme ça, il la menait, il la traînait vers la malle arrière. Quand elle a vu qu'il va arriver à ses fins, qu'elle a crié au secours, sauvez-moi. C'est comme ça que les voisins accourent, les voisins de l'hôpital viennent la retirer entre les mains d'Eric. Depuis ce jour, donc, depuis ce lundi soir, elle n'a plus marché. Elle ne parvenait plus à marcher, on l'a transportée, on l'a amenée à l'hôpital. Elle m'a même dit qu'il a dit qu'elle fait semblant, je l'ai juste giflé. Il a même dit aux gens que c'est même elle qui m'a d'abord giflé, alors que Diane ne pouvait pas faire le poids, ne pouvait même pas s'amuser avec Eric. C'est comme ça que... Donc c'est ce qu'elle me raconte le mercredi, parce que mardi, je n'ai pas de ses nouvelles. Elle m'écrit mardi, trop peut-être mercredi à minuit, pour me dire que je ne vois pas encore à tes oreilles, mais mon Dieu est fort. Je lui demande qu'il y a quoi. Elle ne me répond plus. Le mercredi, je l'appelle. Elle me dit que dès qu'on raccroche là, tu viens seulement. Elle ne peut pas t'expliquer au téléphone. Comprends que je suis à l'hôpital. Moi, je savais qu'elle est à l'hôpital, mais je ne savais pas que c'est elle-même qui était déjà... Et avant ça, quand elle venait souvent se moquer de certaines femmes, je ne sais pas comment les femmes font souvent pour laisser qu'on les tape, qu'on les roue de coups, et puis elles ont les bleus partout. C'est moi, je vais fuir. Donc elle disait souvent ça. Donc quand j'arrive à l'hôpital le mercredi, là, je la trouve avec une lèvre enflée, un bleu là. Dès qu'elle me voit, elle se met à pleurer. Parce que moi-même, quand je l'ai vue, je me suis demandé ce qui n'a pas marché, pourquoi elle est dans cet état. Je m'assois, elle me dit que là où je me vois, là, je ne peux même pas m'asseoir. Elle avait la sonde. Malheureusement, je n'ai plus le téléphone là avec moi parce que je l'avais filmé. Elle avait la sonde, elle ne pouvait faire aucun mouvement. Elle avait tellement mal. On a l'impression que c'est un engin qui est passé. Oui, donc tout ce que je vous ai raconté là, c'est ce qu'elle me raconte le mercredi. Et elle me dit qu'on doit l'opérer parce que on a fait l'échographie, on a vu les taches de sang. Donc, et ils ont vu, oui, interne, ils ont vu les taches de sang, il faut qu'on l'opère. On cause, elle me dit, le jour là, avant que je ne rentre chez moi, elle m'a dit que maman Mireille, je ne vais plus me remettre avec Eric parce que j'ai vu ma mort. Eric veut me tuer. J'ai vu dans ses yeux, quand il me ouait de coups, qu'il veut me tuer. Je ne peux plus me remettre avec lui. Je vais demander un éloignement, séparation de corps. Ça, c'est ce qu'elle ne disait jamais. Elle ne tenait jamais ce genre de propos qu'elle va se séparer de son mari. Mais ce jour-là, elle m'a dit qu'elle a vu sa mort. Ses enfants ont besoin d'elle. C'est comme ça qu'on se sépare. Aux environs de 19 ans avant le bloc, elle m'appelle, on fait 9 minutes au téléphone. Elle me dit que c'est grave. Elle voulait que je lui trouve de l'argent. Que comment on les appelle leur assureur, lui, il a dit qu'il n'assure pas les violences conjugales. Donc, du coup, ils vont se débrouiller. Prendre en charge elle-même les frais. Le médecin a demandé 400 000 pour l'opération. Elle me dit qu'elle ne sait pas si Eric peut avoir ces 400 000. On fait comment? Moi, j'avais déjà une information
ce même lundi qu'elle a été battue, qu'il a pris un crédit à son nom, à son insu, dans la banque où il travaillait. Et la personne qui m'a dit ça, c'est de source sûre, parce que la personne m'a même dit qu'il les a donnés, il les a farotés 100 000. Donc moi, je ne pouvais pas lui dire ça. Parce que mon mari m'avait demandé de ne pas lui dire, comme elle est à l'hôpital, elle a des problèmes. Donc moi, je savais que son mari avait suffisamment d'argent. C'est comme ça que je lui dis non, ne t'en fais pas, prie seulement que tout se passe bien. Ne réfléchis pas pour là. Tu ne vas pas réfléchir à la place d'Éric, c'est un homme. C'est lui qui t'a mis dans cet état. À lui de trouver la solution. Lui, il va trouver la solution. On cherche seulement, prie seulement que tout se passe bien. Elle me dit, tu es sûre? Je dis oui. Après, elle me dit, maman Mireille, Éric est un malade, c'est un psychopathe. Donc, elle a encore répété ça. C'est quand elle me répétait ça qu'on lui a dit non, coupe, on entre au bloc. Donc, ce sont ces derniers mots que son mari, c'est un malade. Finalement, on vit toute une vie avec son conjoint et on n'arrive pas à prendre au sérieux les premiers signes jusqu'à ce que l'issue devienne fatale, comme c'est le cas de Diane Martial. Peut-être par amour, comme elle a signalé, peut-être par amour, peut-être on s'est dit, bon, c'est peut-être un égarement. On met sur le compte toutes les années qu'on a passées ensemble. On se dit, au début, c'était un homme qui n'était pas comme ça. Il était tout à fait normal, tranquille. Bon, on ne se pose pas forcément la question. Mais peut-être on s'alerte quand c'est déjà trop tard. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Dans certains cas, des femmes, elles sont sous emprise. Elles sont sous emprise. L'emprise qui évite, qui empêche qu'on soit rationnel parfois. Et on continue à s'enfoncer. Et c'est quand il se fait trop tard que malheureusement, on ouvre les yeux. Et c'est malheureusement le triste constat qu'on fait. Dans cette situation, elle a fait appel à la gendarmerie, elle a fait appel à madame. Plusieurs fois. Ça n'a pas suffi. Mais ça interpelle et ça interroge. Ouais, ça interpelle, ça interroge. Et on peut se dire, mais malgré les aides, malgré ceux qui nous ont secourus, on est quand même arrivé là. On est quand même arrivé là et ça pose une question très importante. Mais finalement, comment on arrête ces gens? Vous voyez, finalement, comment on arrête ces gens? Et c'est pour ça qu'on n'est pas surpris de la mouvance communautaire du public qui est autour de cette affaire et qui revendique et qui se fédère. Parce que si on n'a pas ce genre de mouvement, ça va continuer comme ça, ça va continuer comme ça et on ne va pas s'arrêter. Dans tous les cas, on retient la dernière phrase de Diane au téléphone, lorsqu'elle confie à Mireille, son amie, sa maman de cœur, Éric est un psychopathe. Et malheureusement, le 18 novembre, elle ne sera plus là pour conter cette histoire parce qu'elle ne sortira pas vivante de cette opération. Va s'en suivre l'arrestation d'Éric et une procédure, oui, Mireille. Oui, non, je voulais aussi ajouter quelque chose avant de parler de l'arrestation. Je lis souvent les internautes, les gens sur la toile qui disent n'importe quoi. Moi, je comprends Diane, peut-être parce que j'ai vécu avec elle, parce que Éric était un bon parleur. Parce que quand il a battu comme ça, il passait le temps à envoyer les messages à sa femme. « Je suis désolée de t'avoir fait subir ça. Tu es l'amour de ma vie. Pardon, ne me quitte pas. Je ne vais plus recommencer. » Comme il envoie les messages, c'est comme ça qu'il appelle cette fille. À un moment donné, j'étais là avec une autre de ses voisines quand il n'arrêtait pas d'appeler. Donc, quand il appelle, elle ne décoche pas, il balance un message. On lui a même demandé que, mais attends, est-ce qu'il sait que tu es fatigué? Est-ce qu'il peut te laisser te reposer? Donc, c'est comme ça qu'il la supplie. Donc, et si elle est faible face aux mots gentils qui viennent après, parce que pourquoi il était tout le temps en train de, quand il la violente? C'est carrément même de la manipulation. Non, ce qu'elle décrit, c'est exactement ce qu'on appelle l'emprise. Et systématiquement, chez les auteurs de féminicide, vous verrez l'emprise. L'emprise, c'est une forme de manipulation, c'est-à-dire que
la personne vous fait du mal et après il demande pardon. Mais au fond, c'est une forme de manipulation. Oui, oui. Mais la personne qui est en face est très vulnérable. Elle est victime, elle est très vulnérable. Elle se dit, mais c'est ça l'emprise. Mais l'emprise est comme une drogue. C'est-à-dire qu'on est comme dans une bouteille, on ne parvient pas à mobiliser, on ne parvient pas à rationaliser. On est comme dans une bouteille, on se dit, ça va changer. Une fois, deux fois, trois fois, ça devient une drogue. Ça devient comme un cercle vicieux. On n'en sort pas. Et étant à l'extérieur, c'est facile de juger la personne. Mais la personne, parfois, elle-même, ne sait pas qu'elle est sous emprise. Mais finalement, ça devient épuisant et c'est quand on arrive à l'extrême, quand on survit, on se dit, il s'est fait des attaques. Ça, c'est vraiment l'emprise psychologique. Mais on a quand même retenu que c'est sur la fin, les dernières minutes de sa vie que Diane prend conscience de la nécessité pour elle de quitter Eric, ce qu'elle n'avait jamais évoqué, du moins le lundi avant d'être... le lundi, donc une semaine avant son décès. Bon, elle évoquait souvent, bon, on va se séparer, bon, elle n'était pas... Mais rien de sérieux. Rien de sérieux, mais moi je vous dis, Adrienne, que même quand elle m'a dit que rien de ce qu'Eric va lui dire ne pourra la ramener parce qu'elle a vu sa mort, moi je ne la prenais pas au sérieux parce que déjà, je lui reprochais déjà le fait de prendre Eric au téléphone, de lire ses messages, d'écouter ce qu'il lui dit. Donc, le fait d'écouter seulement, moi, je comprenais que c'est parce qu'elle est encore couchée là. Après, peut-être comme Martial a dit, l'emprise. Moi, je pense dans tous les cas, va s'en suivre l'arrestation, une procédure. Eric va se présenter à toutes les audiences en étant détenu à la prison de Nubel, plus de 16 mois de détention. Et on arrive au 4 avril, au 1er avril, le jour où la décision de justice va tomber. Et je pense que vous étiez en salle. Oui. Quelle a été votre réaction au moment de l'annonce du verdict? Quand la juge a dit « je te condamne en 5 ans », moi je n'ai même pas voulu écouter la suite. J'ai crié, j'étais parmi les personnes qui ont crié. Parce que je ne comprenais pas comment quelqu'un peut plaider coupable. Et on lui donne seulement 5 ans. Juste moi, je sais que c'était un assassinat prémédité. Parce que on a dit là-bas, elle a dit là-bas au tribunal que coup mortel. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a commencé à dire depuis vendredi que je vais te tuer. Donc ça ne pouvait pas être un coup mortel. Je ne suis pas juriste, mais je sais que ce n'était pas un coup mortel. Donc quand elle le dit, on crie, elle nous intimide dans la salle, elle dit « taisez-vous, silence ». Je répète, j'ai dit, je le condamne à 5 ans de prison avec sursis et il va payer une amende de 52 000. C'est comme ça qu'on sort. J'ai même eu un malaise là-bas parce que j'étais dépassée. Je voyais une femme en face de nous. Donc je ne comprenais pas comment une femme peut rendre une telle décision. Donc ça dépassait mon entendement. Dans tous les cas, Mireille, vous n'étiez pas la seule à être choquée par ce verdict. Pour moi, c'était un scandale. Décision. La toile a pris le relais. Le Cameroun s'est bougé et même au-delà du Cameroun, toutes les femmes se sont levées pour ce qu'elles ont qualifié de minimaliser un féminicide. On revient d'abord sur ce reportage de Sandrine Babo qui relate ce qui s'est passé à l'annonce de cette décision et on reviendra avec Maître Joseph Tafo pour comprendre s'il y avait ce qu'on peut qualifier, vous parlez souvent de circonstances atténuantes, on verra si c'était le cas là-dessus. Bon, on ne fait pas d'école ici, on ne juge pas, mais nous avons le devoir de comprendre. Le verdict prononcé le 1er avril 2025 au tribunal de grande instance du Voré à Bonanjo a immédiatement provoqué une onde de choc chez les proches de Diane Yango. Son époux Eric Vondo Bekobe respire désormais l'air de la liberté. La juge l'a condamné à 5
de l'affaire Diane Yango est purement un scandale. Un scandale pour l'image de la femme camerounaise, un scandale pour l'image de la justice camerounaise à l'égard des femmes, un scandale pour la fille camerounaise qui grandira en sachant qu'elle peut être battue, tuée et que son bourreau ne soit pas condamné. C'est purement un scandale, c'est au-delà de la déception, c'est quelque chose qui vient comme une double peine pour la femme camerounaise. C'est quelque chose d'incompréhensible. À l'audience du 4 février dernier, Eric Vondo Bekobe a plaidé coupable. Il a reconnu que Diane Yango est décédée suite aux violences conjugales, mais il a ajouté que ce n'était pas un acte prémédité, contrairement à ce que déclare la famille de la disparue. Le verdict prononcé par le tribunal de grande instance du Vouri est un permis de tuer, délivré aux potentiels bourreaux de leurs épouses et autres compagnes, s'indigne la journaliste Clarence Yongo qui a suivi l'affaire de bout en bout. Comme l'a dit le sociologue Thiam, c'est un permis de tuer qu'on vient de donner aux potentiels auteurs de violences faites aux femmes. C'est un message absolument négatif sur la lutte contre les violences basées sur le genre. On vient juste de donner le quitus de faire du mal aux femmes dans cette république qu'on appelle le Cameroun. Donc, nous ne serons pas surpris que dans les prochains jours, qu'il y ait une augmentation des cas de féminicide. Vous allez voir que les conséquences vont se faire ressentir. C'est purement un scandale. Les proches de Diane Yango ont annoncé leur intention de faire appel pour obtenir une peine plus juste. Voilà. Maître, dans ce cas, est-ce qu'on peut parler d'une surenchère médiatique face à une telle décision? Non, on ne peut pas dire que les médias ont fait de la surenchère parce que le rôle de la justice, c'est quoi? La justice, en principe, a deux rôles. Le premier, c'est de réparer un préjudice. C'est de remettre quelqu'un qui a subi des choses dans ses droits. Dans le cas d'espèce, Diane n'est plus en vie, mais ça veut dire qu'on ne peut plus rien lui remettre, étant donné qu'elle est dans la terre, mais elle a des ascendants, elle a une famille. Donc le rôle de la justice, c'est de reconforter d'abord cette famille et de lui dire qu'elle se dise que bon, notre fille n'est pas morte impunément pour rien. Que la famille trouve à travers une décision de justice de quoi se reconforter et de quoi se dire nous sommes dans une société qui n'est pas injuste. Ça, c'est le premier rôle de la justice, réparer et remettre les gens dans leurs droits. Le deuxième rôle de la justice, c'est de dissuader. C'est un rôle très important. En éduquant? Oui. Ouais. Dissuader. Quand Tafo pose un acte et qu'on le sanctionne sévèrement, conformément à la loi, Martial va être... La tête va bouger. Il va dire, attendez, on a déjà condamné Tafo. Ça veut dire que moi aussi, si je fais la même chose, on va me condamner. Donc si Tafo pose un acte et qu'on est complaisant avec lui, il va de soi que ça ne va pas tirer. Enfin, il va se dire, bon, ça veut dire que moi aussi je peux. Donc voilà les deux rôles de la justice. Maintenant, une autre question, maître. On a le rôle de la justice, mais si on revient au cas d'espèce, ouais. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un vide sur le plan légal qui aurait permis, autoriser la juge à donner cette... Prendre une telle décision. Oui. Non, il n'y a pas. On n'est pas en face d'un vide juridique. Non, il n'y a pas un vide juridique. Il n'y a pas un vide juridique. On a parlé de coup mortel. Mais il ne suffit pas... Vous savez, dans un procès, il y a le juge et il y a le ministère public. Il ne suffit pas de faire des déclarations. Le ministère public a qualité de requalifier les faits. C'est-à-dire que je peux facilement dire « je l'ai giflé », mais dans le déroulé ou alors dans le procès verbal d'enquête, on constate que cette gifle-là n'était pas telle que je suis en train d'expliquer. Donc on ne va pas s'en tenir à ça. La dame parlait tout à l'heure de ses antécédents. C'est-à-dire que ça pouvait même être un coup mortel ce jour-là, certes. Mais quand on rentre dans les antécédents, dans ce qui s'est passé jusque-là, on ne peut pas parler de coup mortel. On parle d'assassinat.
On ne parle même pas de meurtre. On ne parlera même pas de meurtre. La différence, c'est quoi entre les deux? Le meurtre, c'est spontané. On peut être en train de se discuter, et puis je vous porte un coup, vous décédez. Ça, c'est un meurtre, parce que c'est arrivé impunément. Je n'avais pas programmé. Programmé, oui. Mais l'assassinat, c'est quand c'est planifié. Le premier acte peut avoir été posé il y a 1 an. Mais dès que vous l'avez déclaré, et par la suite, on dit qu'il y a eu des... Vous avez dit tout à l'heure, il y a eu des convocations à la gendarmerie, des jours avant, il a promis, il a bastonné. Tout est planifié. Ça, c'est tout un assassinat. Maintenant, il y a l'article 286 qui condamne à vie l'assassinat. Il y a l'article 269 qui condamne de 6 ans à 20 ans d'emprisonnement ferme. Le meurtre. Le meurtre. Pas le coup mortel. Le meurtre. Maintenant, même coup mortel, c'est 5 ans ferme. Mais ce qu'il faut déjà savoir de manière, grosso modo, c'est qu'il n'y a même pas de peine avec sursis en matière de meurtre. Il n'y en a pas. Dès qu'il y a mort d'homme, oui, il n'y a des peines d'emprisonnement ferme. Mais c'est vrai aussi, parce que il faudrait qu'on, puisque nous faisons en même temps un travail pédagogique, je voudrais qu'en même temps que le citoyen comprenne. On dit, le juge a 2 canevas pour rendre la décision. Il y a la loi et il y a sa conscience. Donc, il rend une décision suivant la loi et suivant la conscience. Mais est-ce que, si vous allez faire abstraction de la loi pour mettre en primeur votre conscience, est-ce qu'elle doit agir de manière plutôt à fragiliser les victimes, comme c'est le cas présentement? Je pense que la réponse ne peut pas être... Parce oui. qu'on est d'accord tout de même, maître, avec cette décision, et elles sont nombreuses, ces femmes victimes de violences conjugales, qui ne pourront plus faire confiance à la justice, parce que d'office, elles vont se sentir condamnées, puisque ça ne sert à rien. D'où le deuxième côté dissuasif de la justice dont je parlais, qui fait défaut ici. C'est-à-dire qu'on pouvait même ne pas aimer la famille de Diane, mais rendre une décision normale pour empêcher que des choses pareilles se reproduisent dorénavant. Est-ce que vous pensez, peut-être, je ne vous amène pas à lire dans une boule de cristal, mais ma question en tant que journaliste, je dois la poser. Est-ce que vous pensez que la juge n'était pas au fait des antécédents de Éric Bekobe? Non, ça ne peut pas être possible qu'elle n'ait pas été au courant Je me dis plutôt que les circonstances atténuantes ont peut-être plus pesé dans sa conscience, parce que si vous regardez le côté de femme qu'elle est, pour avoir la sensibilité ou alors pour avoir la main dure devant cet homme, devant ce meurtrier ou cet assassin, je regarde le côté de femme plutôt celle qui pense aux enfants qu'on a laissés peut-être, et qui se dit, en restant en prison pendant longtemps, peut-être que ça pourra pénaliser les enfants. On se pose donc la question, est-ce que ici la justice ne serait pas en train de pécher maître quand on sait que les conjoints meurtriers, c'est-à-dire des hommes qui ont eu à tuer leurs épouses, finissent par ne pas être privés de cette autorité parentale-là? Est-ce que ce n'est pas une double peine pour la famille, justement, de la femme? Absolument, c'est ça qui embête, parce que la famille se serait sentie véritablement soulagée s'il y avait une décision qui sanctionnait à sa juste valeur le meurtrier. Maintenant, c'est pour ça que c'est un peu évolué ailleurs, je veux dire, dans les pays occidentaux. Il pourra me justifier. Ailleurs, il y a le profil psychologique qu'on regarde. Il y a des personnes que même après leur sortie de prison, on leur confie plus leurs enfants. On ne leur donne plus la possibilité d'entrer en contact avec les enfants. Ils peuvent se mettre à distance et ils saluent les enfants. Parce qu'on sait que c'est un meurtrier, il n'y a plus rien qui peut... On comprend qu'il n'y a pas de sensibilité en lui. Donc, ils font peur à tout le monde, parce que si vous pouvez battre, si une femme vous a donné des enfants et que vous pouvez la violenter à ce point, parce que c'est pour ça que j'ai posé la question à la dame tout à l'heure quand elle relatait un autre fait, si on la bastonnait en public. Ça, c'est en public. Mais vous comprenez, il a, je ne sais pas comment je veux dire ça, il a
débloquer notre niveau, pour le dire aussi simplement. Oui. Donc, voilà. Bon, maintenant, il y a un autre... Oui. Parfois, Marcel a dit quelque chose tout à l'heure. Je voudrais peut-être compléter. Je me dis qu'elle n'est pas restée forcément seulement par amour. Il y a aussi l'œil de la société. Parce que parfois, on se dit, quand je vais partir, qu'est-ce qu'on va dire? Ou alors, je vais où? Le regard de l'autre. Comment est-ce qu'on va me regarder? Ça fait qu'on est amené, on est obligé de rester. Parce qu'on ne va pas se faire honte en allant louer avec des enfants. Ou alors en allant squatter la maison chez l'oncle, chez tel cousin. Dans tous les cas, lorsque nous sommes descendus sur le terrain à Bouamba-Coco, le domicile de Diane, pour l'heure, est fermé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âmes qui vivent là-bas. Mais c'est un terrain, d'après nos sources, acquis par la jeune dame à sa prise de fonction, avant son mariage. Vous voyez autant de frustration de l'homme, tel que madame expliquait tout à l'heure, parce que peu sont des hommes qui peuvent supporter que des femmes, enfin leurs compagnes surtout, et de l'emprise ou alors je veux dire... Soit entreprenante. Soit entreprenante. Et ça fait que c'est compliqué. Donc, pour revenir sur la décision proprement dite, je ne voudrais pas interpréter ça autrement que de dire que on aurait au moins pensé à la réparation, c'est-à-dire qu'au moins au regard de ce que cette dame-là a subi. Parce que quand on parle de coups mortels, ça peut se comprendre si c'est quelques coups qui vous font décéder immédiatement. Mais quand vous traversez une étape, c'est-à-dire que vous êtes à l'hôpital de lundi pour décéder samedi, il y a des jours, il y a des épreuves, près de 6 jours d'épreuves. C'est compliqué. C'est vrai qu'elle est dans le coma mercredi. Ouais, voilà. Elle ne sort plus de ce coma, non. Elle n'en ressort plus. Elle n'en ressort plus. Est-ce que logiquement, à ce moment-là, on peut banaliser en disant « vous mortel » même s'il a reconnu, mais c'est quand même s'il a plaidé coupable. Maître, je ne vous coupe pas, surtout que dans le dossier médical, le médecin chirurgien qui a opéré Diane, il était prêt à témoigner. Je pense que je ne raconte pas n'importe quoi, parce que le dossier était clair. Quand c'est arrivé au niveau de la juge d'instruction, parce que c'est une dame... Oui, ça commence par le juge d'instruction. Oui, c'est une dame qui nous a reçus à l'information. Donc, le dossier est clair. Diane, parce qu'ils ont même fait l'autopsie. Parce que la famille a demandé l'autopsie. Est-ce que c'est sûr que c'est à cause des coups d'Éric que Diane est décédée? Mais le médecin dit que quand il a ouvert Diane, non seulement elle faisait l'hémorragie, elle avait perdu un peu plus de 2 litres de son sang. Donc tous ses organes baignaient dans le sang et sa rate était, le pancréas, la rate était hachée. Et tout le monde sait que c'est un organe très vital. C'était haché, le pancréas, donc tout ça était broyé. Donc, il a même dit que quand il a opéré, il a dit qu'il n'était pas sûr, sauf par miracle, qu'il ne pouvait pas s'en remettre. Quand on parle de foie, de pancréas haché, ce sont des organes vitaux. Ça veut dire que vous évaluez le rythme et la violence des coups subis. Tout ça était presque haché, broyé dans... Et ça en public. Et ça en public. Parce qu'il portait les chaussures des hommes là. Mais il tournait comme le ballon parce qu'elle était petite de corps. Mais donc, on peut au moins avoir l'esprit tranquille parce qu'après l'appel interjeté par la famille, le ministère public également a interjeté l'appel, ce qui est une très bonne chose. Moi, je dis en tant que professionnel du droit qui exerce depuis près de 22 ans, on peut compter au bout de la main des procès où le ministère public a fait appel. C'est très rare, pour le souligner. Mais c'est parce que c'est un verdict qui a soulevé tout un pays. Oui, bon, disons que... peut-être que la juge n'aurait pas imaginé que ce verdict puisse autant choquer. Soulever autant de passion. Ça fait que
les choses restent en l'état où elles étaient. C'est-à-dire, maître, ça veut dire que clairement, le meurtrier n'est pas libre? Non, il n'est pas libre, il ne peut pas être libre. L'action du ministère public annule la première décision complètement. 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 Je vais expliquer la différence entre les deux. Oui. Quand c'est la famille seule qui fait appel, il n'y a pas de possibilité de rouvrir rouvrir les débats sous d'autres infractions. On peut ouvrir les débats sous les infractions parties du juge, chez le juge d'instance. On va s'en tenir au coup mortel. On va s'en tenir à ça. Donc, il y a de fortes chances que la décision soit maintenue ou alors que... enfin, c'est plutôt maintenu. On peut à la rigueur revoir les dommages et intérêts, ou je veux dire les préjudices à réparer. Dans les 52 000 francs CFA. On peut revoir ça. Mais quand c'est le ministère public qui fait appel, bon, déjà la différence c'est que si le ministère public n'avait pas fait appel, malgré l'appel de la famille, il serait libre. Il serait libre. Au moment où on parle. Oui, au moment où on parle. Dès le lendemain, il serait libre. Il serait libre. Dans l'heure où on parle, tant que la cour d'appel n'aura pas rendu une nouvelle décision, qu'il la quitte, ou alors à une peine qu'il aurait déjà purgée, peut-être, il ne sortirait pas. Ça, vous pouvez en être sûr. Maintenant, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les motifs. Quand le ministère public fait appel, lui-même, puisqu'il a cette qualité-là, reconnue par le Code de procédure pénale, il peut requalifier les faits. Donc ne soyez pas étonnés. Qu'on parle désormais d'assassinat au lieu de coup mortel. Oui, ne soyez pas étonnés. Donc, on ne devrait pas trop se lamenter. Je comprends pourquoi la société s'émeut. C'est parce qu'elle n'a pas compris le contour. Mais elle devait se consoler avec l'appel interjeté par le ministère public. C'est une très, très bonne chose. J'ai dit, en tant que professionnel, je peux compter au bout du doigt. On peut dire que la justice camerounaise a une chance de se racheter. Oui, aussi. Oui, honnêtement, on peut le dire ainsi. Ça aurait été une catastrophe si on en restait là, véritablement. Parce que... personne n'a compris. Il y a une chose, c'est que vous avez mentionné tout à l'heure que vous avez un malaise quand vous avez suivi le verdict. Mais vous aurez eu, le malaise aurait été plus grand. Parce que vous dites que vous avez d'abord compris 5 ans. Oui. Mais vous n'avez pas compris 5 ans avec sursis. Moi, je pensais que c'était 5 ans ferme. Donc si à l'instant là, vous aviez compris 5 ans avec sursis, peut-être que votre malaise aurait été plus grave. Plus grave. Ça fait rire, mais c'est embêtant. Oui, c'est embêtant. Donc, on a les chances d'espérer que la Cour d'appel rendra, et l'avantage également, c'est qu'en Cour d'appel, il statue en collégialité. Donc, ce n'est pas un seul juge, c'est au moins 3, c'est 3 juges qui statuent. Oui, Martien. Pourquoi la justice ne fait pas appel aux professionnels? Parce que, je ne sais pas, je n'ai pas vécu le procès, mais comment se fait-il que dans un procès criminel, on ne fait pas appel aux médecins, aux chirurgiens, on ne fait pas appel aux psychologues ou aux psychocriminologues? Parce que dans le cadre de la justice réparatrice, il faut qu'on comprenne bien. Est-ce que cette personne, si on le met en justice, il peut être un risque pour les gens? Oui. Donc, quand le professionnel vient vous dire que cette personne, avec son profil psychologique, il doit faire la prison pendant beaucoup d'années. Parce que même s'il fait seulement 5 ans, 6 ans et qu'il sort, il sera un danger public. Il va récidiver. Exactement. Ça fait que le ministère public, dans son dossier, convoque des professionnels qui vont venir renforcer cet argumentaire, qui motive le fait que dans la décision de la juge ou du juge, on est à plus d'années de prison, voire à vie. Et moi, j'ai plusieurs fois dit à mes patientes qui sont dans les tribunaux, voilà le rapport psychologique, demandez à votre avocat de m'appeler, je viens témoigner. Parce que quand l'expert témoigne, ça fait que ça influence la décision du juge ou de la juge. Notamment en fonction de l'argumentaire de l'avocat, en fonction de ce qu'il veut. S'il veut qu'on vous condamne à vie, il invite même 4-5 spécialistes qui vont dire que non, ce monsieur vraiment... Et ça fait que même en cellule, on ne peut pas le mettre avec n'importe qui. Parfois sur haute sécurité, il peut pas être avec tout le monde. Parfois, il va être isolé. Parce que ce sont des profils vraiment criminels. Des profils extrêmement violents. Extrêmement violents. Ça fait que pour moi, je dis aux avocats souvent, il faut appeler. On ne va pas vous demander l'argent. Appelez-nous, on vient témoigner. On ne va pas vous demander de nous payer nos honoraires. Appelez-nous, on vient témoigner. Surtout quand on est dans un procès criminel. Parce que comme il a dit ailleurs, c'est ce qui se fait. On ne fait pas un procès criminel sans légiste, sans psychologue,
Sans c'est pas même possible. le chirurgien qui a opéré. Quand vous voyez ses attitudes, c'est un psychopathe. Parce que pour un rien, il s'énerve et il commence, il avance. On a même le sentiment qu'il ne contrôle pas. Oui, il a des pulsions très violentes. Il est hystérique à la limite. Et c'est pour ça que lorsque vous venez en tant que psychologue, vous dressez le profil psychologique. Voilà. Et c'est ce profil psychologique qui aide le juge, le tribunal à rendre une décision louable. Dans tous les cas, l'idée de ce numéro de Moins Femmes, c'est mener les femmes à libérer la parole et à travailler ou bien à sensibiliser à ce que des suites tragiques comme l'histoire de Diane ne puissent plus se reproduire. Et c'est d'où la question, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire évoluer le droit? C'est pas prendre le droit en otage pour une cause, pour un idéal féministe où on va amener le droit juste à intégrer des notions qui, entre guillemets, protégeraient. Pourquoi ne pas songer justement à un moment donné à ce que le secret médical soit partagé, que les médecins, face aux violences conjugales, arrivent à dénoncer à la police, même sans l'avis de la patiente, un peu comme des blessures à l'arme blanche ou bien à l'arme à feu. Lorsque vous arrivez dans une formation hospitalière et que vous avez une blessure, on détermine que c'est une blessure par balle, normalement, le médecin fait un rapport. Là, on n'est plus dans le cadre du secret médical. Pourquoi ne pas appliquer cela? C'est vrai que ce n'est qu'encore une idée, mais dans tous les cas, moi, femme, nous avons pensé que ça pourrait aider. On regarde. Ne sommes-nous pas en train de nous fourvoyer? Considérer les violences conjugales comme une affaire privée. Devrait-on continuer de tolérer l'inaction des pouvoirs publics dans le traitement et la prise en charge des femmes victimes d'abus? Les violences conjugales sont loin d'être des affaires privées. Il est temps de changer de paradigme, faire évoluer le droit, tout en gardant à l'esprit, bien sûr, qu'il n'a pas vocation à être l'otage d'un idéal féministe, s'arrogeant le monopole de la représentation de la souffrance légitime des femmes, l'instrumentalisant pour faire prospérer des revendications militantes. Au Cameroun, selon les associations féministes, plusieurs dizaines de femmes sont tombées sous les coups de leurs conjoints pour la seule année 2024. Le site en ligne Griotte en a répertorié 58. Recrudescence des féminicides, meurtre misogyne d'une femme par un homme. Une réalité qui pointe aujourd'hui une carence des autorités de Yaoundé pour la défense de ces femmes. Le cas Diane Yango en est une parfaite illustration. Son époux meurtrier, Eric Bekobé, écope de 5 ans de prison avec sursis assorti d'une amende de 52 000 francs CFA. Verdict rendu le 2 avril 2025. Alors que le Cameroun se crispe et dénonce une justice pas tout à fait impartiale, ne serait-il pas temps de mettre de côté les questions d'éthique et du secret médical pour enfin examiner une loi qui permettrait aux médecins de signaler les violences même lorsque leurs patientes s'y refusent? Tuée le 18 novembre 2023 à Douala, Diane, comme toutes les autres femmes mortes sous les coups de leurs conjoints, subissait régulièrement des violences conjugales. Avait-elle seulement dénoncé à la police, gendarmerie et commissariat, souvent démunis, sans protocole clair devant les cas de violences conjugales? Des institutions qui regardent finalement défiler chaque jour des victimes pas toujours au fait de leurs droits, encore moins savoir où trouver du soutien. Considérer que les violences conjugales ne sont pas des affaires privées serait une première victoire. Songer à une évolution du secret médical, un secret qui serait partagé entre médecins, avocats et police. Bien plus, mettre en place des standards minimums de protection des femmes. Les violences psychologiques, économiques, on en parle? N'est-il pas temps d'examiner une loi pour l'émancipation économique des femmes tout en impliquant les établissements bancaires, agir
pour protéger la femme, un risque si la justice ne la protège pas. Et nous choisissons de sortir sur cette image des enfants, également victimes, qui ne voient pas supprimer l'autorité parentale des hommes ayant pourtant tué leur mère. Sur Ma Femme, nous disons simplement stop. Il faudrait que ça change, maître. Oui, il faut que ça change. Mais il y a plusieurs choses qui doivent changer. Les femmes, d'abord, doivent comprendre le sens de responsabilité qu'elles ont dans la société. Parce que très souvent, elles se laissent manipuler. Si Diane, dès le premier, on ne parle pas vraiment, il faut parfois mettre l'amour de côté et regarder, être réaliste, être logique. Si elle avait compris le sens de la vie, je ne voulais pas lui faire un procès parce qu'elle est dans la terre, mais je veux plutôt dire que le côté maternel a dominé sur le côté de la logique, sur le côté de la réalité. C'est cette formation-là déjà qu'il faut mettre dans... Et c'est peut-être ça le problème de toutes les femmes. Oui, c'est ce problème-là. Parce que si à un moment donné vous vous dites, il vaut mieux aller souffrir dehors, dormir en paix, que de dormir en insécurité chez un homme. Franchement, quel que soit ce que va dire la société. Parce qu'après tout, votre sécurité mentale est au-dessus de tout ce qui peut être autour de vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le comportement social. On a toujours tendance à laisser faire en disant c'est une affaire de couple, c'est entre eux. Ça devrait être une affaire privée, maître. Je veux dire que si je comprends les bruits dans votre foyer, vous êtes mon voisin, il faudrait que, si c'est déjà répété, ou alors si c'est à un certain niveau, que je sois capable d'aller dénoncer à la police et que la police intervienne aussitôt, même sans demander votre avis. Mais est-ce que ces commissariats, prenons le cas d'un commissariat, est-ce qu'il existe un protocole clair qui permette justement d'agir en cas de violence conjugale? Il y a les services sociaux dans les commissariats. Il y en a, ça existe. On connaît même. Seulement, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas les moyens. Nous sommes au Cameroun, maître. Oui, et puis il y a une autre difficulté véritable que j'ai toujours décriée dans ces services sociaux, c'est qu'ils n'ont aucun moyen coercitif. Aucun moyen coercitif. Les services sociaux dans le communes, bref, les services sociaux en général. En réalité, dans ces services sociaux, maître, sans vous couper, on a une jeune femme qui va arriver parce qu'elle cherche refuge. Parce que l'idée, lorsqu'on franchit déjà, on arrive à l'étape du commissariat, c'est dire le degré... on est débordé. On est débordé et on a besoin justement d'être aidé. Mais ce sont des femmes qui, malheureusement, et nous avons des témoignages, des femmes qui sont jugées par ces services sociaux-là parce qu'on arrive à dire à certaines comment tu viens ici porter plainte à ton mari. Donc, au lieu d'être écouté, vous êtes jugé, vous êtes blâmé et on vous renvoie à la maison, allez résoudre cela avec votre mari et malheureusement, on se retrouve. Peut-être que si la gendarmerie... La fois où Diane est partie en étant enceinte et que le bras avait été amoché, peut-être que s'il y avait eu un protocole clair, on aurait débouché sur une séparation. Peut-être, on ne serait pas en train de se poser des questions aujourd'hui et en train d'aligner des points d'interrogation. Et avec votre permission, si on était dans une société évoluée, on aurait fait comme Martial disait, qu'il y ait des spécialistes, des psychologues partout, on aurait compris très tôt. C'est-à-dire que des gens qui peuvent... Qu'il peut aller au bout de ces menaces. Quand elle vient se plaindre, même s'il n'est pas convoqué, je veux dire, pour être blâmé, il peut être convoqué pour être écouté par un spécialiste. Et il va faire son rapport, il va dire, quoi que vous fassiez, ce monsieur n'est pas fait pour vivre à la maison avec une femme. Ou alors il ne peut pas être père de famille. Il vaut mieux qu'il se sépare pendant qu'il a encore temps. Parce que les professionnels peuvent très rapidement comprendre le profil psychologique de quelqu'un et prendre des décisions qui s'imposent pour sauver des vies. Donc voilà, malheureusement, disons que ce qu'on peut souhaiter là, c'est que la société évolue vraiment, que les femmes prennent leurs responsabilités, qu'elles ne se laissent plus manipuler. Parce que les hommes méchants, les hommes au profil violent, hystérique, on en trouvera toujours dans la société. Des hommes qui sont frustrés de la réussite des femmes, de leurs compagnes, on en trouvera toujours.
Mais si vous avez affaire à une femme de caractère, je ne peux pas dire une femme belliqueuse. Mais quand un homme, on dit présente un homme, c'est un homme de caractère, il est salué par la société. Mais lorsqu'on dit c'est une femme de caractère, on est carrément même outré, choqué de voir. Mais comment elle peut être une femme de caractère? Il ne faut pas tout vous jeter les fleurs, sauf qu'il faut aussi reconnaître que parfois ces femmes de qualité-là sont très méprisantes, très condescendantes, et puis, je veux dire, elles regardent les gens du haut parce qu'elles sont ci, elles sont ça. Voilà encore l'autre côté revers. Je ne dis pas que c'est toutes les femmes, mais je dis qu'on en a connu. On ne va pas verser dans un monologue entre vous et moi, mais maître, pourquoi est-ce qu'une femme n'aurait pas l'aptitude ou bien la même capacité à s'affirmer, même comme un homme, sur un terrain dominé par les hommes? Dans tous les cas, le leadership féminin, c'est aussi ça. Pourquoi est-ce que lorsqu'une femme est une femme de caractère, on va juger, elle prend les gens de haut? Même un homme de caractère prend les autres de haut. Bon, je revenais encore, c'était le 4 avril, il y a quelques jours, à l'occasion de l'assassinat de Martin Luther King. Je revenais sur ces caractères. J'ai pris un autre exemple lointain, celui de Gandhi, pour dire quoi? C'était pour dire, voilà un homme qu'on a retenu dans le monde comme un homme de caractère. Pas parce qu'il était violent, au contraire parce qu'il a imposé la méthode non violente. Vous pouvez imposer votre caractère d'homme de caractère ou de femme de caractère par des méthodes posées. Il y a des manières de parler à quelqu'un de manière intransigeante, mais très polie. Vous utilisez tous les termes polis possibles. Mais à vous entendre parler, l'interlocuteur comprendra que vous êtes déterminé, que vous êtes ferme. Vous n'avez pas besoin de crier, vous n'avez pas besoin de taper sur la main. Je suis marié depuis très longtemps, mais je me rappelle pas la dernière fois où j'ai mis la main sur mon épouse. Je peux vous le dire clairement. Vous croyez qu'elle m'a jamais énervé? Mais attendez, vous pensez qu'elle m'a jamais énervé? C'est qu'elle est une femme spéciale. Parce que non. Nous toutes, au point où ça déborde. Ouais. Au point où ça déborde. Mais quand je lui parle, je parle avec fermeté, avec sérieux. Surtout, j'évite de la mépriser. Parce que très souvent, c'est ça qui rend... on rentre facilement dans le conflit lorsque le mépris s'installe. Lorsque le mépris s'installe. Lorsque vous voulez chosifier, vous voulez réduire à rien votre partenaire ou alors votre interlocuteur, c'est ça qui est compliqué. Donc, il y a aussi un problème d'éducation là-dedans qu'on devrait faire des deux côtés, en fait. Chez l'homme, autant chez l'homme que chez la femme. Oui, Marcel. Oui. J'aimerais revenir à la suite de son commentaire du reportage pour dire que je ne sais pas si le Cameroun a prévu ce cadre normatif, mais lorsque vous êtes un spécialiste, chirurgien, médecin, psychologue, vous recevez une femme, vous l'examinez, vous l'évaluez, vous savez qu'elle est battue et qu'elle a un risque de mort à tout moment. C'est vrai que c'est un problème éthique. Vous avez le droit de contacter le procureur. Vous avez le droit de contacter le procureur. Maintenant, entre le procureur et vous, comme c'était dit dans le reportage, le secret se manage. Mais vous contactez le procureur, j'ai reçu une dame qui a tel âge. Je pense que, à partir de mon évaluation, à partir des coups, à partir de ce que j'ai vu, je pense qu'à tout moment, cette dame peut mourir. Là, et je pense que ça vient... vous poursuivez pour... Non. Non, parce que déjà la loi permet ce qu'on appelle la dénonciation. C'est une dénonciation. Parce qu'il y a la vie, parce qu'à ce moment, si cette dame meurt, et qu'on fait les enquêtes, on se rend compte que moi j'étais au courant et que je n'ai pas signalé au niveau du procureur, un bon avocat peut m'incriminer, peut porter plainte contre moi et m'incriminer. On va dire, vous étiez au courant qu'elle était à risque de mourir, vous n'avez pas interpellé le procureur et elle est morte. Martial, combien de femmes alors arrivent tellement amochées dans nos formations hospitalières, mais retournent chez leur bourreau? C'est le cas de Diane. C'est pour ça que c'est une question d'éducation et c'est bien lorsque la presse soulève cette question parce que finalement ça fait qu'on mette le doigt dessus. Ça fait qu'on s'éduque tous à avoir une nouvelle manière de faire. Lorsque vous recevez une femme, moi j'en reçois, que vous sentez qu'elle est à risque, vous interpellez votre hiérarchie parce que finalement, vous êtes dans une institution, vous ne pouvez pas faire un rapport ex nihilo. Vous interpellez votre hiérarchie, je pense que. Et je pense qu'il faut qu'on saisisse le procureur parce que. Ça, c'est un nouveau logiciel où nous devons entrer. Dans d'autres pays, on a carrément mis des lois, il y a carrément un cadre normatif parce qu'il y a eu des précédents. Il y a eu des antécédents criminels comme ceux-ci qui ont fait qu'on statue sur des lois qui font que vous êtes un professionnel, vous savez que telle dame est à risque de mourir, vous contactez le ministère public. Et le ministère public n'a pas le droit de révéler votre identité. Et comme il a dit, ça se joue entre professionnels et le procureur est obligé de lancer une procédure.
Il lance une procédure judiciaire, on interpelle le monsieur et la procédure joue son cours. Vous voyez un peu. Donc, c'est important, mais ça nécessite une réflexion. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'institution qui doit amorcer le pas. Parce qu'avec ce genre de cas, le chirurgien, s'il était au courant que cette dame avait ses blessures, mais c'est son mari, il pouvait contacter le procureur pour dire il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc c'était une réflexion. Mais dans le cas d'espèce, pourquoi est-ce que... Oui, à son moulin, quand le procureur prend en charge l'affaire, il n'est même pas obligé de dire qui lui a donné l'information. Exactement. Puisque le code de procédure pénale prévoit l'autosaisine. On dit aussitôt qu'il est informé, qu'il est au courant d'une telle situation, il peut demander l'ouverture d'une enquête. Personne ne viendra lui demander « Vous avez fait comment pour être au courant ?» Non, on ne va pas. Il a ce pouvoir-là de s'auto-saisir d'une situation. Il n'a pas besoin, même en passant en route, il lit dans un journal que Déborah est menacée, il peut dire « Je veux voir clair dans ce dossier ». Il cherche à voir le journaliste qui a écrit l'article. Il demande l'ouverture d'une enquête. Notre loi lui donne cette possibilité. C'est ça le procureur, c'est ça le rôle. Il n'a pas besoin de dire j'ai été informé par tel médecin ou tel psychologue. Non, il n'a pas besoin. Il a ce pouvoir-là. Donc on devrait arriver à un stade où nos procureurs, j'appelle que c'est le procureur qu'on appelle ministère public. Pour que nos téléspectateurs comprennent facilement, oui, c'est important. Oui, c'est la même personne. C'est juste les termes juridiques qui changent. Heureusement, donc, pour le coup, le ministère public était présent. Oui, heureusement, vraiment, on va dire un grand bravo à ce magistrat du parquet qui a, je veux dire, même si l'issue n'est pas ce qu'on souhaite, peut-être, je veux dire, une forte peine de prison, mais au moins, il nous a permis, il a au moins calmé certains esprits, il a au moins permis de comprendre que, la justice existe, deux, ces enfants-là, vraiment, cette famille-là n'est pas entièrement abandonnée, parce que de l'autre côté, il n'y a pas seulement le fait qu'il n'ait pas eu réparation dans la première décision, il y a le fait qu'ils se sentent abandonnés par la société. On comprend la détresse de la famille de Diane le 1er avril. Mais avec l'appel fait par le ministère public, je crois qu'ils peuvent dormir en paix, au moins c'est juste. On va dire que si Eric a joué de chance la première fois, ça risque de ne pas être le cas. Non, cette fois, ça ne va pas être évident, vraiment. Il peut être sûr que, quel que soit le cas de figure, il prendra au moins le nombre de temps qu'il aura mis là-bas en emprisonnement ferme, jusqu'à ce que... Oui. C'est justement la question que je voulais poser à Maître, parce que je voulais vraiment comprendre et que les gens qui nous suivent au quartier comprennent aussi. Je n'ai pas compris quand la juge a rendu cette décision en disant qu'elle condamnait Eric à 5 ans de prison avec sursis, étant donné qu'il avait déjà passé 16 mois en prison. Moi, je pense qu'en le faisant, elle a même mis l'État du Cameroun dans des problèmes aussi, parce que l'avocat d'Eric peut souffler à Eric, mais attends, tu peux aller demander les dommages et intérêts. Donc ça veut dire que le meurtrier finalement va être dédommagé. Oui, donc je voulais vraiment qu'il m'explique ça. C'est une incongruité, maître. La loi a prévu que quand vous êtes placé en détention préventive, et qu'après, le jugement qui est rendu à votre encontre ne vous condamne pas à une peine d'emprisonnement ferme, au moins équivalente au nombre de temps que vous avez passé en prison, vous pouvez poursuivre l'État de vous avoir gardé impunément. Non. Oui, c'est ce que les textes... La juge n'avait pas ouvert ce boulevard. Oui, bon, ben... Ah non. C'est pour ça que je dis... C'est ça, c'est ce que la loi a prévu. Oui, il peut sortir et poursuivre le juge pas poursuivre le juge. Là, on n'est même plus dans un cas de figure où la famille a abandonné, c'est carrément du mépris. Oui. Mais il va dire que j'ai passé 16 mois pour rien. Sans vouloir faire le travail de la juge, elle aurait pu dire je te condamne à 16 mois de prison ferme. Voilà. Là, on saura qu'il a quand même purgé. Mais quand elle dit avec sursis et de 16 mois là, alors Eric lui fait quoi? Il va demander réparation, il pourra demander réparation. Et tel qu'il est, je veux dire, je ne sais pas si je veux dire barbare, ou alors tel qu'il est zélé, ou alors imbu de sa personne, il va dire j'ai fait 16 mois pour rien, vous allez réparer ça. Tout à fait. Oui, c'est possible.
Mireille, on va sortir de cette émission. Merci déjà d'avoir accepté de partager. On imagine la force qu'il vous a fallu pour revenir sur cette période extrêmement difficile. Nous avons une pensée pour les enfants et on espère qu'ils sont en sécurité. Ils sont en sécurité. Merci, c'était 3 bouts de chou, c'est ça? Oui, 3 bouts de chou, un garçon et 2 fillettes. Dans tous les cas, on sait qu'ils sont entre de bonnes mains. Et grâce à Dieu, grâce à la justice camerounaise, bon, justice, on continue de croire en la justice, le ministère public a réagi. Ils vont se rattraper. Les enfants ne sont plus sous l'autorité du papa pour l'instant parce que le ministère public ayant interjeté appel, ça veut dire que la procédure, on va réouvrir les débats au vu des explications de maître. Ça veut dire que Eric, s'il sortait, il pouvait réclamer ses enfants. Pour l'instant, c'est entre parenthèses. Et on espère que la peine sera assez lourde pour dissuader des potentiels violents qui nous regardent. Je préfère le dire comme ça parce qu'elles sont nombreuses, ces femmes qui continuent de subir les violences conjugales dans leur foyer. Libérez la parole, mesdames. Ce n'est pas vous le problème, mais c'est votre bourreau qui est le problème. La honte devrait être de l'autre côté, mais pas du vôtre. Martial, merci. Ouais, merci Adrien. On espère qu'on a pu aider le grand public à comprendre à partir de nos analyses la compréhension d'un tel cas sous l'angle psychologique, mais aussi nous sommes disponibles, nous disons à nos dirigeants, nous sommes disponibles pour apporter notre expertise et pour que la justice fasse toujours son travail avec tous les outils qu'elle peut avoir à sa disposition. Merci Martial Maître, Tafo, merci. C'est moi qui vous remercie. Si j'ai un conseil à donner aux femmes, c'est de s'occuper, vraiment, c'est d'avoir le courage de dénoncer chaque fois l'amour qu'on ressent pour quelqu'un ne peut pas être au-dessus des souffrances que cette personne nous fait subir. Non, oui, mais l'amour ne supporte pas tout. L'amour ne doit pas tout supporter. Et mesdames, le monde peut le prendre comme il le prend. Ça vient d'une femme, partez dès le premier coup. Ça ne sert à rien. Merci d'avoir été des nôtres. Lorsqu'on dit ceci, Martial, on dit simplement Akiba.